Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Gabonais Parfait Onanga Anyanga a été nommé à la tête de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Une nomination qui fait suite au scandale de viol présumé par des casques bleus. L'économie mozambicaine a enregistré un taux de croissance de 6,1% au premier semestre 2015, une croissance soutenue notamment par les exportations de charbon. Et le président nigérian Muhammadu Buhari veut réformer l'enseignement secondaire. Il entend notamment introduire l'instruction religieuse basée sur l'islam. Un nouveau chef a donc été nommé à la tête de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Il s'agit du Gabonais Parfait Onanga Anyanga. Cette nouvelle nomination intervient après le scandale de viol présumé perpétré par des casques bleus à Ouarbarkala. Parfait Onanga Anyanga, nommé chef de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. La nomination du Gabonais intervient après le limogeage de Babacar Gaye ce mercredi 12 août. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, réclamait lui-même la démission du général sénégalais après le scandale d'abus sexuels présumés commis sur des enfants en Centrafrique. Le problème n'est pas d'avoir remplacé le général Gaye par Parfait Onanga Anyanga. Le problème se place ailleurs. Je l'ai toujours dit, une mission onusienne de maintien de la paix, avec ses milliers de casques bleus, avec ses centaines de policiers, ne réglera pas seul le problème de la RCA. Et il va falloir qu'on prenne en compte de nouveaux paradigmes, par exemple le caractère transfrontalier de la crise. Avant sa nomination, Parfait Onanga Anyanga était l'envoyé spécial de l'ONU au Burundi. Le limogeage de Babacar Gaye est un geste fort de Ban Ki-moon qui souhaite confirmer la politique de tolérance zéro de l'organisation onusienne. Il faut dire qu'il a dû faire face, lui et donc ses troupes de la MINUSCA, doivent faire face à d'énormes difficultés en République centrafricaine. Ces difficultés sembleraient insurmontables. Aujourd'hui, par rapport à ces histoires de viols, vous savez que on parle de ces viols aujourd'hui, mais il y en a des centaines de milliers qui se sont commis en Centrafrique depuis très longtemps par les rébellions, mais également par l'armée nationale et maintenant par les forces onusiennes. Au mois de juin 2015, un rapport du bureau d'enquête de l'ONU révélait qu'entre 2008 et 2013, 484 cas d'abus ont été recensés au sein des casques déployés dans les pays en crise. La MINUSCA fait face à 57 allégations de fautes, dont 11 concernant potentiellement des cas d'abus sexuels sur des enfants. Au Gabon, le code pénal vient d'être modifié afin de renforcer la répression contre les crimes rituels, des crimes qui sont désormais passibles de la perpétuité. Mais à côté de cet aspect dissuasif, il sera également question de prévention. Ibra Dindiaye. Adoption d'une nouvelle loi contre les crimes rituels au Gabon. Une ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, le 11 août 2015, veut désormais mettre fin à l'impunité par rapport aux crimes. Elle introduit des modifications dans le code pénal qui punissent désormais les auteurs de crimes rituels de la perpétuité et ces crimes sont devenus imprescriptibles. Objectif, décourager complètement cette pratique qui traumatise les Gabonais. Je suis à moitié satisfait à cause des manquements et l'exclusion qui a été faite par le gouvernement à partir de 2013, date à laquelle nous avons remis le mémorandum au chef de l'État. Ce qui vient d'être adopté, ce sera un travail dans le futur qui sera revu, puisqu'il y a plusieurs choses qui manquent. L'idéal, c'est que quand on prend une décision, il faut qu'on la prenne une bonne fois pour toutes. Alors, le texte a été, retenu par le Conseil des ministres, mais il y en aura beaucoup de choses qui vont manquer. La notion de preuve, par exemple. Lorsque les commanditaires ne passent pas la barre et que les bourreaux sont arrêtés, ils parleront toujours des preuves. Alors, pour attraper une personne, la mettre dans le sac, comme on le dit, ce sera très difficile. Et le commanditaire sera toujours là pour envoyer les gens pour abattre les pauvres citoyens. Parallèlement à la loi répressive, les associations prônent également l'aspect éducatif de tous les maillons impliqués dans la chaîne criminelle. Le second problème, c'est que on a négligé le facteur éducation. Il faut éduquer le peuple. Éduquer le peuple, les religions ont commencé à faire ça, c'est-à-dire les catholiques surtout, les musulmans aussi. Et il y a ce facteur-là qu'on doit renforcer. Au niveau des OPJ chargés de mener des enquêtes, ces gens-là doivent être formés. On doit aussi les doter le matériel nécessaire, le matériel moderne pour qu'ils fassent librement leur travail. Au niveau
Des médecins légistes, on doit les former en quantité et en qualité. Il y a beaucoup de manquements. Parce que l'impunité pour ces autres personnalités qui prennent les autres comme les poules, comme les moutons, moi je dis non. Il faudrait que ça cesse. Une trentaine de crimes rituels ont été recensés depuis le début de l'année. Le sujet est très sensible au Gabon et les crimes seraient plus fréquents en période d'élection. La modification du code pénal par l'ordonnance présidentielle de ce 11 août vient combler un vide juridique dans le pays. Au Burundi, c'est ce mercredi qu'ont été ouvertes les activités inaugurales du Sénat. Un Sénat composé presque exclusivement par des représentants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les anciens chefs d'État, sénateurs à vie et les membres de l'opposition étaient absents lors de ces travaux. Awa Bakala. La première session du nouveau Sénat a été officiellement ouverte ce mercredi 12 août. 15 jours seulement après les élections présidentielles contestées, les 4 anciens chefs de l'État, sénateurs à vie, ont décidé de boycotter la séance. Je suis très gêné de participer à un Sénat tout à fait monocolore qui indique que les élections n'ont pas été participatives. Cela a été décrié par les acteurs politiques burundais dans leur ensemble et la communauté internationale également. Pour les anciens présidents, une réelle sortie de crise passe par un dialogue entre l'opposition et la majorité. Ils en appellent au soutien de la communauté internationale. Nous avons critiqué les élections qui se sont déroulées au niveau des communales, au niveau des législatives, au niveau des présidentielles. Et nous sommes parmi ceux qui appellent à l'organisation d'élections beaucoup plus crédibles. Donc ça serait illogique tout d'un coup d'aller au Sénat dans le lancement d'institutions issues d'un processus électoral que nous critiquons. Les anciens présidents sénateurs à vie représentent un dernier levier pour l'opposition. Les sièges du Sénat sont presque exclusivement occupés par la CNDD-FDD, le parti au pouvoir, à hauteur de 33 sièges sur 43. L'économie mozambicaine a enregistré un taux de croissance de 6,1% au premier semestre 2015, ce que vient d'annoncer le gouvernement. Une croissance soutenue notamment par les exportations de charbon. Ibrahim Ndiaye. 6,1%, c'est le taux de croissance enregistré par l'économie mozambicaine au premier semestre 2015. D'après les autorités, cette croissance a servi de véritable levier aux exportations de charbon. Autre bonne nouvelle, le taux d'inflation qui se situe à 2,35% au cours de la même période par rapport aux 5,1% prévus pour l'année 2015. Le Mozambique, à l'image de plusieurs pays d'Afrique australe, affiche une croissance positive, extrêmement positive même d'ailleurs. On peut expliquer cette croissance par le processus de diversification qui a été initié par les autorités mozambicaines depuis un certain nombre d'années et qui commence à porter ses fruits. Par ailleurs, dans le cadre de l'intégration régionale, on note que le Mozambique a enregistré un flux d'investissement direct étranger beaucoup plus important que les années précédentes. On voit donc bien que ces investissements viennent consolider la croissance et puis les matières premières exportées par le Mozambique viennent non seulement consolider la croissance et démontrer que le Mozambique a amorcé un processus de diversification de son économie. Le Mozambique connaît une stabilité politique qui est favorable à l'investissement. Sur le plan strictement politique, le Mozambique apparaît comme étant un pays relativement stable dans la zone dans laquelle elle se trouve. De ce point de vue, on peut penser que cette stabilité politique est structurante et extrêmement positive pour les investisseurs et pour les investissements qui y sont faits. Il faut donc continuer et pérenniser cette stabilité, consolider les institutions démocratiques qui sont nécessaires pour faire de la bonne économie dans le pays. Preuve de la vitalité économique du pays, la ville de Maputo prévoit même une croissance de 7,5% à la fin de l'année 2015. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari veut réformer le programme de l'enseignement secondaire. Le chef de l'État souhaite notamment que l'instruction religieuse basée sur l'islam soit désormais au programme. Une réforme qui suscite des réserves chez les élèves comme chez les professeurs. En reportage, notre correspondante Afolake Onloye, commenté par Emmanuel Milimono. L'instruction religieuse basée sur l'islam bientôt au programme dans les écoles secondaires au Nigeria. Pour le président nigérien Muhammadu Buhari, cet enseignement est devenu essentiel. Désormais, 2 livres islamiques s'ajouteront au manuel scolaire des établissements secondaires. Zulaïra est étudiante et musulmane. Même si elle ne bénéficiera pas de ce programme, elle pense qu'il sera bénéfique pour les jeunes, mais elle nuance. Le président étant lui-même musulman, il ne devrait pas favoriser sa religion.
La plupart des livres islamiques sont très instructifs, moralement et dans tous les aspects. Ils ne sont pas seulement réservés aux musulmans, ils parlent de la façon dont nous devrions pratiquer l'islam, comment nous devons vivre avec les gens. Je suis sûre que le président a ses raisons. L'islam est la religion de la paix. Mais en tant que musulman, il ne doit pas introduire les programmes islamiques dans le programme scolaire parce que nous vivons dans une société où les gens pratiquent différentes religions. Introduire l'instruction religieuse, oui, mais pas à ce niveau de l'enseignement, dit pour sa part cet enseignant. Pour lui, cela va créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Les livres islamiques sont assez délicats. Il y a des mots, des noms avec lesquels vous ne pouvez pas plaisanter. Si je devais donner un conseil au gouvernement, je lui conseillerais d'abandonner cette réforme. Si quelqu'un veut étudier l'islam, il devrait le faire dans les universités, pas à l'école secondaire ni dans les écoles primaires. Certains pensent également que les défis du système éducatif nigérian sont autres. La réduction des grèves des enseignants, la gratuité de l'éducation et l'amélioration du système éducatif pourraient être autant de priorités. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.